Vice-champion de France et finaliste malheureux de la Coupe de l'UEFA, mais champion du monde, champion d'Europe, 2 titres de champion d'Angleterre et 2 Coupes d'Angleterre en 2003 et 2005. Il est également décoré du titre de chevalier de la Légion d'honneur. Oui, effectivement, celui qui a musclé son jeu de Pépé Flingueur à meilleur passeur de l'ensemble des championnats dans lesquels il a évolué. Le Salon des légendes est honoré de recevoir Robert Pires. Bonjour Robert. Bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, je vais très bien. Bien. Merci, ouais. Ça se passe bien en ce moment? Content d'être là. Content d'être là. Avec, surtout à Marseille. Ouais, écoutez, pour l'instant, sur un plan privé et professionnel, ça se passe plutôt bien, donc je vais surtout pas me plaindre. Plutôt bien. Tu es hyper actif, tu as plein de choses à faire et ta carrière a été extrêmement riche et on va en parler. Et je te laisse entre les mains experts de Marjorie qui a préparé tout un tas de petites questions. Quelques questions? Il y a pas mal de questions et on va commencer par le baptême. Donc vraiment, on a une heure pour parler de tout ça. Droit au but, Marjorie. C'est ce qu'on dit ici. Droit au but. Droit au but. Allez, voilà. Robert, merci beaucoup, c'est un honneur. Comme a pu te dire Stéphane, on est vraiment très très heureux. Tu as tenu parole. Voilà. Je vous l'ai dit il y a 2 mois, quand, la nuit des héros. Quand on a fait le match pour Didier Drogba. Je vous ai dit après votre invitation que si je pouvais venir, je viendrais. Et aujourd'hui, je suis avec vous et ça me fait bien plaisir. Parole tenue, merci beaucoup. Ouais, très important. Donc on va retracer ta carrière. Tu es né, c'est bien parce que tu rigoles beaucoup, non mais c'est agréable. Non parce que là on va loin dans le passé. Oui, y a pas de souci. Tu es né le 29 octobre 1973 à Reims. Oui. D'un papa d'origine portugaise et d'une maman d'origine espagnole. Comment se déroule ton enfance, Robert? Alors effectivement, je suis né à Reims, parents d'immigrés. Comment ça se passe? Plutôt bien. Sur l'aspect football, parce que étant petit, c'est ce que je faisais. Après, on va dire sur la scolarité, un peu plus délicat, un peu plus compliqué, parce que quand on a un père portugais, une mère espagnole, bon, quand il faut faire les devoirs en français, je peux vous dire que ça n'a pas été si évident que ça, mais après j'ai essayé, avec mes parents, on a essayé vraiment de bien s'intégrer au modèle français, au système français, à l'éducation française. Et je pense que ça m'a plutôt bien réussi. Plutôt bien réussi. Le choix du prénom Robert, c'est aussi une marque un souhait d'intégration également? Ouais, exactement. Intégration publique. Bravo, oui. Donc c'est ce que mes parents ont voulu. Donc après, je pense que vous pouvez l'imaginer, quand on s'appelle Robert, quand on a 14, 15, 16 ans, bon, c'est pas difficile. C'est pas l'idéal, c'est pas facile. Bon, j'ai été source de moqueries, mais bon, ça c'est pas grave. On se forge un petit peu un caractère avec ça. Et puis après, oui, pour l'intégration, Robert, ça allait très bien avec le côté français. Et donc c'est pour ça que mes parents ont décidé de m'appeler comme ça. Ah moi je connais pire, mon père s'appelle Bernard et il a subi vraiment toute sa vie. Robert, ça ne me choque pas du tout, mais bon. Ouais, aujourd'hui, oui, non, aujourd'hui ça passe. Ah, oui, c'était plus compliqué dans les années. Mais à l'époque, les adolescents sont cruels. Vous savez comment c'est, quand on est au collège, on s'appelle Robert. Oui, on prend, oui. Tu fais tes débuts à l'école de sport, donc Sainte-Anne de Reims. Oui. Et comment en arrives-tu au football? Comment j'arrive au football? Tout simplement à cause et grâce à mon père. Parce que il a été joueur de foot, bien évidemment chez les amateurs. Bon, il a aimé accéder au monde professionnel. Bon, pour lui, ça a été un peu plus compliqué sur le plan financier parce que ses parents ne voulaient pas trop l'aider. C'est lui qui m'a transmis un petit peu cette passion. Ma première licence, je l'ai signée à 7 ans, comme vous l'avez dit, un quartier de Reims, un club qui existe toujours, qui s'appelle l'ES Sainte-Anne. Ce qui me fait plaisir, c'est que le stade de ce club porte mon nom parce que par rapport à l'effet Coupe du Monde qu'il y a eu en 98, donc pour moi, j'en suis extrêmement fier. Et surtout, c'est une vraie reconnaissance. Et donc voilà, mes premiers débuts, 7 ans. À 10 ans, je suis champion de France avec Sainte-Anne. On a battu Bastia en finale. Poussins, Exactement, bravo. À l'époque, c'était les Poussins. Donc on est en finale au Parc des Princes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous éliminez des grosses équipes d'ailleurs, parce qu'il y a Lille, je crois, il y a Saint-Étienne, Lille, on bat Bastia en finale. Et en fait, on fait je vais être rapide, mais on fait le lever de rideau de la fameuse finale Coupe de France, PSG Nantes, quand José Touré fait son festival. Exactement. Et après, on le surnomme comment après ce but? Pelé Blanc. Non, le Brésilien. Ah, le Brésilien, oui, pardon. Ouais, c'est vrai. Donc j'étais là.
Donc voilà, D'accord. c'est mon premier titre à 10 ans. Et on enchaîne donc à 15 ans. Tu Ouais. vas au stade de Reims, Ouais. mais ça se passe pas forcément de ce qu'on sait Bravo. comme tu aurais voulu. Les sources sont bonnes. On va loin, hein. Stéphane, Ah non, mais je il a vois ça, bûché bravo, la semaine Stéphane. dernière. Hein. Il est à la Reims. Hein. Non. Non. Non, je pense pas. Non, mais disons que ça se passe pas très bien parce que déjà j'ai vraiment cette chance, c'est que le Stade de Reims va recruter un peu dans les clubs comme Sainte-Anne les meilleurs joueurs ou les meilleurs éléments. Donc dont je fais partie. Donc j'intègre le centre de formation et c'est vrai que sur les 2 premières années, honnêtement, ça a été dur, ça a été compliqué parce que j'étais pas très grand, j'étais assez frêle. un petit peu frêle, donc dans les duels, j'étais toujours par terre, donc en fait, j'arrivais pas à rivaliser avec les adversaires et c'est vrai que ça a été délicat et en fait, la personne qui m'a vraiment, je vais dire, sauvé ou aidé à ce moment-là, ça n'a pas été mon père, ça a été ma mère qui Maribel. comment? Maribel, c'est son prénom? Maribel, ouais, bravo. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah ouais, vous avez été loin. Ouais, Ah, vous rigolez pas. non, on rigole pas. Mais c'est surtout Exactement. Stéphane, même moi je suis... Exactement, bravo. Ouais, Et, franchement. Et en fait, c'est elle qui m'a boosté, qui m'a surtout bousculé dans le fait de dire, ok, t'es peut-être moins bon que les autres, mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut qui fait du bien. Exactement. Et pour être un peu vulgaire, un bon coup de pied aux fesses. Et puis bon, ça m'a stimulé. Puis bon, bah voilà, j'ai suivi le cheminement, sport-études, voilà, logique, sport-études, centre de formation à Reims, tout simplement. Et tu prends 20 cm en quelques mois aussi. Tu as une croissance fulgurante. d'un coup. Bah alors non, pas costaud, non. Non. Plutôt en longueur. Ouais, plutôt en longueur. C'est vrai que je grandis assez rapidement entre 15 et 17 ans. Pourquoi, je sais pas, la nature est faite ainsi. Et puis bon, ça me donne un peu plus d'assurance, un peu plus d'aisance aussi dans ma technique, parce que j'ai jamais été un joueur vraiment physique. Et puis bon, bah ça part de là, tout simplement. Et ça part bien parce que tu rejoins rapidement donc les seniors au centre de formation. Ouais. Et oui, Oui. ça aussi on le sait, hein, en 91-92, Bravo. en division 3. Bravo. Ouais. Ça se passe comment? Bah à ce moment-là, ça se passe plutôt bien parce que j'ai un entraîneur qui croit en moi, qui me fait confiance, qui me fait jouer. Et puis bon, bah, ça coule. Ouais, je déroule un peu mon football, ce que j'ai appris ou ce que j'apprends en ce moment même avec le Stade de Reims. Donc pour l'instant, ça part sur de bonnes bases, oui. Mais en 92, Reims dépose le bilan. Donc Ah ouais, vous avez s'offre été à loin, toi plusieurs destinations. Ouais. Donc Sedan. Ouais. Alors Sedan, Lille. c'est dans les Ardennes. Hein. Pour préciser pour nos Lille. amis marseillais, on ne sait jamais. Ouais. Mais c'est le FC Metz qui arrive à te faire signer. Pourquoi? Alors, je vais être juste une petite parenthèse, c'est que je vais faire un essai à Lille et à Valenciennes et je suis refusé. En fait, mon style de jeu ne plaît pas et pour moi, honnêtement, à ce moment-là, c'est un peu un coup dur parce que je me dis, bon, bah, je crois qu'on va arrêter le football, ça sert à rien. Si les clubs comme ça ne me veulent pas, bon, bah, je vois pas où je peux aller. Et encore une fois, c'est ma mère qui réenchaîne là-dessus et qui me dit, mais tu sais vraiment pas ce que tu veux, il faut se faire mal, il faut se faire violence. Enfin, le discours de la maman qui croit vraiment en son fils. Oui, bien sûr qu'elle a assuré, mais de toute façon, je lui dis souvent, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis en fait, je pars à Metz parce que à ce moment-là, il y a comme une passerelle entre les deux clubs, entre le Stade de Reims et le FC Metz. Et donc Metz est au courant que Reims dépose le bilan. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher encore une fois les meilleurs éléments. Tu en fais partie. Dont j'en fais partie. Donc je pars dans le wagon. On est 4 joueurs du Stade de Reims à prendre la direction du centre de formation de Metz. Et donc là, je continue de nouveau ma formation, cette fois dans un autre centre de formation qui est très bon, un des meilleurs à ce moment-là en France. Je signe mes contrats aspirants et stagiaires, ce qui était à l'époque, pour arriver au contrat professionnel. Voilà, en 1992, sous les ordres de Joël Muller. Oui. Avec Carlo Molinari aussi. Non, parce que vous allez loin, c'est beau. Ah oui, et tu intègres rapidement le groupe pro. Et tu joues en première, en équipe première, donc ton premier match en première division contre Lyon. Ouais. Tu te rappelles du score? Je sais qu'on a gagné 2-0 ou 2-1, je ne sais plus.
2-0. Ouais, 2-0, c'est ça. Je me souviens parce que, alors, je devais pas jouer ce match-là. J'étais remplaçant et en fait, Joël Muller vient dans l'après-midi, il me dit, écoute, bon, à ce moment-là, le joueur titulaire s'appelait Nicolas Huisman. Il me dit, Nicolas Huisman est malade, donc c'est toi qui vas le remplacer, c'est toi qui débutes. Et là, coup de pression, mais énorme. Vous pouvez même pas imaginer. C'était juste avant la sieste. Donc, imaginez que la sieste, je ne l'ai pas faite. Terrible. J'ai commencé à m'imaginer plein de scénarios, savoir comment le match allait se dérouler. Et puis en plus, en face, c'est Lyon, une grosse équipe française. En plus, je commence un peu à me renseigner. Mon adversaire direct, ça va être Manu Amoros. Donc je pars vraiment pas rien. Comment ? C'est pas rien. C'est pas rien. Et honnêtement, je suis vraiment pas serein par l'idée de débuter ce match. Mais bon. Je démarre. C'est le moment. Pas le choix. C'est le moment, il faut y aller. Et puis, en fait, c'est ma chance et ouais, après, c'est mon opportunité. Je ne sais pas si j'en aurai une autre. Hein. Donc, je la saisis, je joue, ça se passe plutôt bien et surtout, c'est qu'on gagne. 2-0. On gagne 2-0. Est-ce que la maman intervient à ce moment-là aussi quand tu la préviens que tu vas jouer le soir même? Ah, mais ma mère, elle m'a appelé pendant 19 ans avant tous les matchs. Avant tous les matchs, ouais. Elle voulait savoir si j'étais remplaçant titulaire. Et si Pendant j'étais... même, non? J'ai l'impression. Ouais, si ça pouvait, ouais. Mais elle en plus, les portables, ils venaient d'arriver sur le marché. Donc, c'est vrai que c'était les débuts du portable. Et donc, ma mère m'appelait tout le temps avant le match pour voir comment j'allais, pour me rassurer, pour me parler. Et puis, en fait, c'était un peu un côté rassurant. Et puis, surtout, de dire, ouais, en fait, si je suis là, c'est aussi grâce à elle. Parce que la structure, en fait, la structure familiale, en fait, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que la structure familiale, elle est importante. Après, bien sûr, il y a le père qui a son rôle, la mère aussi. Mais je peux vous dire que les deux ont été extrêmement importants pour moi. Ouais. Donc je démarre ce match et ça se passe plutôt bien, face à Manu Amoros. Bravo. Merci. Ensuite, est-ce que tu te souviens de ton premier but en Ligue 1? Nous, on s'en souvient. Ah, là, c'est une colle. On est là, t'inquiète pas. Non, j'allais dire contre Saint-Etienne, mais non. Non. Avec Metz contre? Non, j'ai un trou. C'est l'OM. Ah, mais oui, le fameux 0-3 ici. Stade Vélodrome. C'est pour ça que je te dis. Pardon. C'est pour ça que je te dis que nous, on s'en souvient bien. Oui, je comprends. Ah oui, non, j'avais complètement oublié, 3-0, non, 0-3. 0-3. En petit envahissement. Envahissement de terrain, ça a été catastrophique. catastrophique. J'étais dans les tribunes à ce moment-là et c'est vrai que c'était un public très, très en colère. D'ailleurs, j'en profite pour une petite aparté. Est-ce que tu trouves que les publics, même si on sait qu'il y a toujours des incidents, etc. On est en plein dedans, en plus. Oui, on est en plein dedans, effectivement. Ouais. Et est-ce que tu trouves que les supporters ont changé? Est-ce qu'ils ont... parce que tu as connu à l'époque à Marseille où c'était très compliqué aussi, la relation avec le public. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que depuis l'après-Covid, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des gens. On a l'impression qu'ils veulent se défouler et se dire, voilà, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on se batte face aux autres, alors que ce n'est pas la meilleure façon de montrer qu'on est justement fan d'une équipe. Après, bien évidemment, quand il y a un adversaire... il se passe toujours des insultes. Malheureusement, à l'époque, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais disons que je pense qu'à mon époque, c'était beaucoup plus virulent, c'était beaucoup plus dur. Ouais. Et à mon avis, les fans sont un peu calmés quand même. Parce que moi, à l'époque, ça a été extrêmement, extrêmement chaud. Hein. Justement, bon, je ne sais pas si on en parlera, mais après ma deuxième saison, ici à Marseille, je peux vous dire que c'était très, très, très compliqué. Rien que le fait d'aller à la commanderie, à l'entraînement, parfois, moi, j'avais peur. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas parce que justement, les gens sont calmés. Bon, même si malheureusement, il y a encore des fous qui viennent perturber justement les matchs. Mais disons qu'il faut lutter contre ça. Je pense que c'est compliqué, mais on va y arriver, c'est sûr. En tout cas, il faut tout mettre en œuvre pour justement que ces personnes-là n'entrent plus dans un stade. Parce qu'un stade, c'est comme si on allait, je sais pas, au théâtre, parce qu'on va se faire plaisir, parce qu'on va supporter une équipe. Bien évidemment, on est toujours on est derrière à ce qui va se passer sur le terrain, au résultat, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours supporter son équipe. On est en début de carrière, quand même, faut le préciser. Donc je me souviens maintenant du premier but, ici, oui. Début de carrière, mais pas que, parce que 1998, champion du monde, c'est incroyable. Donc équipe de France. Ouais. C'est un aboutissement, mais en même temps, c'est les prémices. Ce sont les prémices pour toi.
Alors ça, je ne l'avais jamais imaginé. Tout simplement, alors je vais être rapide, c'est-à-dire que bien évidemment, quand j'ai 7 ans, quand je signe cette première licence, mon rêve, c'est juste d'être footballeur professionnel. De mettre plus de buts que papa, je crois. Ouais, bon, ça c'était plus compliqué parce que mon père était... Il marquait beaucoup. Ouais, mon père était attaquant. Donc là-dessus, je savais que je ne pouvais pas trop rivaliser. Mais pour moi, l'objectif, c'est ce que je disais à ma mère, c'est que je disais, ouais, non, moi, je veux juste être footballeur professionnel, jouer en première division, jouer au Stade de Reims, c'est tout ce que je veux, mais l'équipe de France, je ne l'avais honnêtement, je l'avais jamais imaginé parce que pour moi, c'était impossible d'y accéder, c'était un monde à part, c'était vraiment l'élite. Donc, voilà, ce 12 juillet 98, il est... ouais, enfin, non, il n'y a même pas d'adjectif parce que c'était juste, pour moi, c'était juste imaginaire. Comme j'étais petit, comme vous, je pense que de voir, je sais pas, Maradona, Pelé, lever justement ce trophée, tu disais, oh, purée, ça doit être énorme. Ça doit être énorme, mais je sais que j'y serai jamais à leur place. Enfin, vous voyez le cheminement ? Bien sûr. Et en fait, surtout que ça t'arrive très vite, donc t'as pas le temps de. Bah, ça t'arrive très vite, mais moi j'y pense pas. J'y pense. Tu t'y attends pas. Ouais, parce que puis non, je m'y attends pas. Je réalise vraiment. Alors oui, j'ai été appelé en équipe de France Espoir. Je crois que j'ai une 30aine de sélections, donc bien évidemment, ça c'est aussi un vrai aboutissement quand tu es jeune. Mais ça commence à prendre forme en 96, justement après les JO, quand Aimé Jacquet t'appelle. Oui, parce que tu as fait les JO d'Atlanta à l'époque. Ouais. Là, j'ai fait quart de finaliste. On fait quart de finale, on perd contre le Portugal. C'était à Miami. J'étais avec des joueurs comme Flo Maurice, justement, qui m'a rejoint après à l'OM. Et donc, en fait, c'est ce que vous dites, c'est que ça a été très vite. En fait, je passe des espoirs en faisant les JO à l'équipe de France A pour préparer la Coupe du Monde. Et il faut aller vite. Après, on commence à prendre conscience que pourquoi pas, on peut être champion du monde. Mais ça va être compliqué. Mais il y a eu le mental aussi. Pour arriver en si peu de temps à tout ça, ça a été quand même du concentré. Il faut, oui, bien sûr, il faut de tout. C'est du concentré, c'est du mélange, c'est la technique, c'est du talent, c'est de la chance, c'est des convictions. Après, un sélectionneur qui aime votre style de jeu, qui pense que vous pouvez, qui a confiance en vous, qui peut vous aider, et aussi qui se dit tiens, lui je vais le prendre parce que il peut m'aider à tout moment. Donc c'est un vrai mélange entre les générations. Et ce qui est incroyable, c'est que Aimé Jacquet, en 96, pour préparer le mondial, il frappe un grand coup parce qu'il décide de se priver de grands joueurs. Cantona, notamment. Cantona, Jean-Pierre Papin, David Ginola. Et il se dit, OK, je tourne la page et je construis quelque chose bien sûr, avec mon ossature, les Deschamps, les Blancs, les De Sailly, les Djorkaeff. Et je vais prendre quelques jeunes dont je fais partie. Donc imaginez un peu la pression, parce que là, la pression, c'est pas la même. Alors à Marseille, oui, je l'avais. Bien sûr, parce que surtout que tu l'as connu après, en fait, la pression marseillaise, du coup. Je l'ai connu après, exactement. Mais disons que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose. Alors, ici, elle est forte, j'ai aimé, je me suis régalé, mais quand tu mets le maillot de l'équipe de France, c'est pas pareil. Et est-ce que, à ce moment-là, dans ta tête, un moment plus, j'imagine que tu y as réfléchi au moment des espoirs, est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de jouer pour une autre sélection ? Celle de ton papa, celle de ta maman, espagnole, portugais. Tu as eu une réflexion par rapport à ça ? Le Portugal, ouais, parce qu'ils sont... en fait, quand ils ont découvert que mon père était portugais, bien sûr, de mes origines, je pouvais. Ils m'ont demandé, ils m'ont sollicité, et j'ai dit non. J'ai dit non parce que je suis né en France, je suis français. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que mon éducation elle est française, ma formation elle est française. Je ne savais pas si j'allais réussir chez Léa, mais il faut, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et pour moi, c'était logique que je choisisse l'équipe de France. Et la France t'a fait confiance. Au Portugal, ça aurait été peut-être pareil. Je sais pas, oui. Là, le problème, c'est que honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Après, j'aurais certainement joué avec des joueurs, je sais pas, avec un joueur comme Rui Costa, Luis Figo, peut-être. J'en ai aucune idée. Mais d'un côté, j'ai joué avec Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff. Bon, ça va.
Quelle période C'est la classe. Au niveau Quel balance, c'est pas casting, mal hein. aussi. On reviendra évidemment sur l'influence d'Aimé Jacquet et la fameuse phrase que tout le monde connaît et dont on va parler, rassurez-vous, on va en parler de cette phrase-là, mais j'ai envie d'en parler à un moment précis. Oui. Et on va continuer à dérouler et tu comprendras pourquoi j'en parlerai. Alors Vas-y. justement, titré, tu décides de relever le défi avec l'Olympique de Marseille. Tu arrives enfin chez nous, dans la cité phocéenne. J'aime le chez nous. Chez nous, C'est important. dans la cité phocéenne. Ouais. Première saison très aboutie, car vice-champion derrière Bordeaux et finale UEFA. Il y a pire en arrivant à Marseille. Ouais, mais... Oui, mais très frustré. Pourquoi? Mais parce que quand tu viens à l'Olympique de Marseille, c'est pour gagner. C'est pas pour finir deuxième. Et pourquoi tu choisis l'OM plutôt que Lyon? Parce que je crois qu'il y a Lyon aussi qui était très intéressé par tes services. Oh, j'ai eu, à ce moment-là, non, j'ai eu la chance et que j'ai... Non, pas Lyon, je crois pas. Ah ouais? Je pense que j'ai... Non, j'ai Monaco et Paris. Monaco et Paris? Monaco, Paris, Marseille. D'accord. Mais, Le comment? choix du roi à l'époque. Plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et il faut faire un choix. Pourquoi Marseille? Parce que je décide déjà de rencontrer Roland Courbis et le président Robert Louis-Dreyfus, qui, dans mon choix, a été important parce que j'ai vu en face de moi une personne vraiment concernée, passionnée par le fait d'être président de l'OM et surtout, il a tout mis en œuvre pour que je signe à Marseille. Et donc le fait d'avoir justement, c'est ce que disent les Anglais, ce feeling, pour moi c'était important. Donc c'était une bonne base, un bon départ, et c'est pour ça que j'ai signé à l'OM. Et une belle équipe aussi, parce qu'on parle de l'équipe qui est en train de construire Roland, en te faisant venir, mais l'équipe sur le terrain, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est incroyable. Elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup d'expérience. Donc c'est pour ça que moi je reste très frustré par rapport à cette saison, parce que je suis convaincu qu'on pouvait le gagner, ce championnat. Après attention, Bordeaux a réalisé le même parcours que nous, sauf qu'à un moment donné, bon, ils ont eu peut-être un peu plus de réussite sur quelques matchs. Mais honnêtement, je peux vous dire qu'à la fin du match, justement, à Nantes, quand on a su justement que marqué ce troisième but. que Bordeaux gagne 3-2 au Parc, bon, on avait, comme on dit, on avait les boules. Ouais, c'est compliqué, dur. Et en plus, la saison suivante, c'est plus compliqué, parce que le Et club on perd en est finale, en crise. en plus. Et oui, tu perds en finale. Et en plus. Non, on perd. Voilà, après le championnat, on perd cette finale à Moscou face à Parme. Donc, en fait, c'est dur hein, de finir une saison comme celle-ci, sachant que tu es à l'Olympique de Marseille, sachant que tu as une grosse équipe, tu as des grands joueurs. Donc, c'est compliqué. T'es capitaine en plus, donc t'es en plein doute en même temps. D'assumer. Ouais, la saison suivante. La saison suivante, oui, la saison suivante. C'est encore plus compliqué. Oui, c'est une autre. On va y venir, ouais. Une autre saison très très dure. Mais elle m'a fait du bien. Ouais, elle t'a endurci. Ouais. On va en reparler. Je voulais te parler d'un moment, donc la fameuse finale européenne. Beaucoup d'absents sur ce match. Beaucoup trop, ouais. Pour pouvoir rivaliser avec Parme. Ouais. Est-ce que tu as vu cette équipe de Parme largement supérieure à ton équipe type de ton OM de ce moment-là? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que vraiment, avec l'effectif, il y avait une possibilité de soulever cette coupe? Alors, le problème, c'est qu'avec les si, on peut imaginer pas mal de scénarios. Mais si on a l'équipe type, sans les blessures, sans les suspensions, on peut rivaliser. Ouais, avec Parme, parce que Parme avait aussi, il faut le dire, une des plus belles équipes européennes, avec des très grands joueurs, et nous aussi. Mais je crois qu'il faut le dire. Après, la réussite, elle était du côté des Italiens, mais quand on part comme ça, un peu affecté, ouais, c'est compliqué de rivaliser avec une équipe comme Parme. Ouais. Donc, dès le départ, et malheureusement, il y a cette petite erreur de Lolo Blanc, et là, physiquement, je les ai trouvés meilleurs que nous, ouais, aussi. Peut-être pas techniquement, mais physiquement, ils étaient plus forts que nous. Physiquement plus fort. Après, c'est vrai qu'il y a eu ces nombreuses suspensions qui ont un peu mis à mal le déroulé de cette finale. Et puis, dans les mêmes périodes, il y a ce moment incroyable. On va en parler aussi, et on en parlait en off juste avant, parce que c'est dans le souvenir de tous les Marseillais, ça restera un moment magique. Le 5-4 contre Montpellier. Ah oui, voilà, celui-là, il est... Celui-là, il reste... majestueux. Il est majestueux, mais il est gravé à jamais, celui-là. Ah oui, mais bien sûr. Parce que... Ce match-là, il est...
il est juste incroyable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 mois, je suis retombé dessus par hasard. Et ce qui est incroyable, c'est que je connais le scénario. Enfin, on le connaît tous. Bien sûr. On l'a vu 1000 fois, ouais. On l'a vu 1000 fois, moi aussi, mais je vais jusqu'au bout. Et pourtant, je sais ce qui va se passer. Mais je vais jusqu'au pénalty de Laurent Blanc. Et là, toujours des frissons. Toujours des frissons, un stade qui explose. Ah ouais, c'est pas explosé, c'est qu'il était... c'est un volcan, il est en éruption, là. Ah ouais, c'était exceptionnel. Exceptionnel, un des meilleurs moments durant ma carrière. Ce moment-là précis, hein, quand Lolo Blanc marque, top. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, justement, à toi? Parce que j'imagine que c'est différent pour tous les joueurs de ce jour-là. Cette mi-temps où tu rentres au vestiaire, tu as pris 4 pions, et tu te dis, Roland, il va me fracasser. C'est Alain en parlait, Alain Sultanian, lors de la dernière émission, il disait qu'il vous avait finalement pris à contre-pied. Un peu à la Roland Courbis. C'est-à-dire qu'on était malmenés, enfin vous l'avez dit, 0-4, ça se passe mal. On rentre au vestiaire, c'est même pas hué, c'est qu'on se fait insulter de tous les noms comme rarement, mais bon voilà, ça c'est l'apprentissage aussi d'être au Vélodrome, parce que les gens sont furieux, parce qu'ils sont énervés, et puis parce que c'est normal, c'est logique, hein. Et puis Roland, il arrive tranquille, on pensait qu'il allait s'énerver, et non, pas du tout, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il nous prend à contre-pied, et là il commence à nous parler d'un match de pétanque. Ok. En disant que voilà, un match de pétanque, c'est jusqu'à 13 points. Montpellier est à 12-0. Il leur faut encore un point pour gagner, mais ils ne l'ont pas encore mis. Ok. Et nous, on se regarde, on se dit, mais lui, il est fou. Mais qu'est-ce qu'il nous parle de pétanque, quoi? Mais à aucun moment, il s'énerve. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Alors que nous, bon, on n'était pas bien. Prêt à recevoir. Prêt à recevoir, ce qui est normal. Et donc, il fait ce speech, mais ça ne dure pas longtemps, hein. Et puis donc, on repart sur le terrain. Et puis bon, après, je sais pas, c'est peut-être aussi la magie du Vélodrome. Hein. À la 60e, Dugas met le premier but, 4-1. Et puis après, ça s'enchaîne. Et puis, en fait, Montpellier, on les a asphyxiés, quoi. D'entrée. Alors, une fois que Dugas marque ce premier but... C'est fini. Ouais, on sait que c'est fini pour Montpellier parce que le fait de jouer à Marseille avec notre public... Alors, ce qui est bizarre, c'est que, bon, pour les gens, je pense que c'est pas possible de le comprendre, mais c'est quand tu es sur le terrain, en fait, tu reçois une forme d'énergie. Et en fait, le public te soulève, il te propulse. Te transcende. Il te transcende. Et en fait, ça te prend, honnêtement, hein, ça te prend le corps. Et puis tu te lâches. Et là, tu cours plus vite, tu es plus fort. Dans les impacts, tu es plus costaud. Même moi, qui pourtant, c'est pas mon style de jeu, mais il se passe quelque chose. C'est la magie. À huis clos, ça aurait pas pris la même tournure. Non. Ah non. Comme quoi, il y a vraiment une magie Vélodrome, quoi. Ah non, à huis clos, je pense qu'on en prend 6. Ouais, c'est possible. Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr. Et toi qui as connu pratiquement tous les grands stades du monde, justement, et on ne demande pas de faire du populisme, évidemment que le Vélodrome est particulier, mais justement, très honnêtement, est-ce que, toi qui as connu l'Angleterre, l'Espagne, etc., est-ce qu'il y a un truc spécial, parce qu'on le décrit souvent, nous on s'en aperçoit pas parce qu'on y est tout le temps, au Vélodrome pour nous, c'est vous supportez, vous. Ouais, en plus. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment une différence, comme tu dis, de magie, quoi, de quelque chose qui oui, bien sûr. Oui. Tu l'as bien ressenti comme ça? Bah, je l'ai vécu, je l'ai ressenti pendant 2 ans. Que tu gagnes ou que tu perdes, il se passe quelque chose. Au Vélodrome, mais je peux vous dire que quand tu gagnes, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire parce que je vais rien apprendre de nouveau aux gens. Ici, c'est certainement le meilleur public de France parce que depuis des années, et puis justement ces deux virages qui s'envoient la balle, il y a qu'à Marseille où ça se passe comme ça. Donc comment? Très particulier, vraiment. Ouais. Oui, c'est particulier. Ouais. Est-ce que tu te souviens dans tes jeunes années d'un France-Portugal en 84 à Marseille ou pas? Parce que tu avais 10 ans, oui, je l'ai vu à la télé, oui. Tu l'as vu, mais avec ton père en plus à côté, ouais, ça devait être bizarre comme... Oui, c'est bizarre parce que moi j'étais pour la France et mon père, bien évidemment, pour le Portugal. Et en plus, c'était ici. Et encore une fois, voilà, un des plus beaux matchs de cet Euro. Tout à fait. Et ça se passe où? Ça se passe ici. France-Afrique du Sud, en 98 Ça se passe ici. Ben oui, non, mais il y a toujours un peu de magie au Vélodrome.
France-Afrique. Non, c'est compliqué de l'expliquer parce que ici, c'est une ville, c'est une terre de football. Les gens sont passionnés, ils aiment le football, ils aiment leur club. Alors, bon, même si ça se passe pas bien, ils le font comprendre, mais ça fait partie du jeu. Et quand tu es joueur, une fois que tu as compris ça, il n'y a aucun problème. Après, que les gens soient pas contents, que les gens t'insultent, qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie du jeu. Moi, je l'ai toujours accepté, il n'y a aucun problème. Moi, je me souviens de mon premier entraînement à l'Olympique de Marseille. Hein. Il y a un supporter qui a crié en disant « Ouais, Robert Pires, ici, tu te bouges le cul parce que tu n'es pas au FC Metz. » D'entrée, on te met la... Welcome. Ouais. Welcome. Bienvenue. Mais pourtant, ça marchait bien au FC Metz. Hein, on n'a pas parlé des pépés flingueurs et que Cyril Pouget et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, même si tu as été très bon avec Metz, là, c'est plus pareil. Là, tu es à l'OM, tu as le maillot de l'OM, tu as des valeurs à défendre. Et ce premier jour, ce supporter me l'a fait comprendre. Ok, il n'y a pas de problème. Tu étais dans le bain. D'entrée de jeu, merci. Nous, on ne connaîtra jamais ça. J'ai envie un jour de mettre une tenue de l'OM sur le terrain. Juste pour. Bon, je vais me faire insulter, ça s'appelle la pression. Après, il faut savoir la gérer. Et justement, la deuxième saison, beaucoup plus compliquée. Et voilà. Comment tu as pu gérer donc, cette période en crise en étant capitaine? Ça n'a pas été évident. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de grandir, d'avoir un peu plus de maturité et puis d'acquérir, c'est ce qu'on dit souvent, un peu plus d'expérience justement dans les moments délicats comme ça a pu l'être. Et c'est ce que j'ai dit à Roland, c'est qu'au mois de décembre, bon, ça se passait pas très bien et je dis à Roland, moi je lui dis je veux plus être capitaine parce que j'ai pas les épaules parce que c'est pas mon rôle et puis parce que je sens que j'ai pas ça en moi quoi. Il me dit ok, écoute, il y a pas de problème, je comprends, donc ça sera pas de Blondeau qui prendra le rôle de capitaine et puis bon bah il faut s'accrocher quoi. Et c'est pas évident parce que quand tu passes d'une très bonne saison à une saison vraiment compliquée ou moins bonne, il faut la gérer, surtout à Marseille. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que rien que le fait d'aller à l'entraînement tous les matins, c'était pas facile. Et t'as pas eu trop de problèmes, parce qu'il y a eu un syndrome chez les champions du monde français, que ce soit en 98 ou surtout en 2018, où la saison d'après, elle est compliquée à gérer, sportivement parlant. Et pour toi, ça n'a pas été trop le problème. Est-ce que tu penses que ça a eu quand même... Je l'ai eu quand même. Ouais, tu l'as eu le contre-coup. Ouais, bien sûr, mais je l'ai eu, on l'a tous eu. Après, il y a l'effet qui commence un peu à retomber. Après, t'es un peu plus fatigué. Et puis parce qu'on attend toujours plus de toi, donc on te met plus la pression. Et surtout à Marseille, bon, encore une fois, c'est différent. C'est différent et c'est particulier. Donc tout ça pèse. Et puis quand ça va pas, en fait, tu le vois direct. Et après, il faut... Moi, j'ai toujours voulu, même si j'étais pas bon, j'ai toujours voulu assumer. Et c'est pour ça qu'en janvier 2000, je demande à rencontrer le président Dreyfus pour lui dire, écoutez, président, si à la fin de la saison, j'ai une opportunité, est-ce que j'ai un bon de sortie? Et il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Mais je voulais pas partir en janvier, parce que pour moi, en fait, ça ne regarde que moi, mais ma mission, c'était d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Je savais que les 5 mois qui allaient arriver allaient être extrêmement compliqués. Et j'ai pris le risque et j'ai assumé. Et puis, je me suis dit, non, aujourd'hui, je suis joueur de l'Olympique de Marseille, je vais jusqu'au bout. Et attention, hein, je ne savais pas que j'allais avoir Arsenal qui allait arriver. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de quitter Marseille parce que je sentais que c'était délicat. Ouais. Et mentalement, ça a été une période difficile pour toi. Oui. Je crois que tu te fais accompagner par un professionnel de santé, un fasciathérapeute, qui te donne un bon coup de main. Ouais. Et tu diras par la suite que ces 2 saisons, puisqu'on va mettre les 2, elles t'ont endurci comme jamais, quoi. Elles t'ont permis justement après de surmonter d'autres obstacles. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Chaque chose amène à quelque chose. Mais bien sûr. Et je sais pas pourquoi, mais souvent on me pose la question, alors tu regrettes pas d'avoir signé à l'Olympique de Marseille plutôt qu'à Monaco? Parce que Monaco, c'est plus souple. C'est plus sympa, c'est plus calme. C'est plus classe, plus tranquille. Et je dis non, au contraire, je suis même content et fier d'avoir joué pour l'Olympique de Marseille, même si la deuxième saison et surtout les 5 derniers mois ont été délicats, mais
pour moi, c'était important de jouer dans un grand club français comme Marseille. Malheureusement, j'aurais aimé, honnêtement, j'aurais aimé jouer 3-4 ans. Bon, cette saison a été délicate pour le club. Je me souviens qu'on se sauve à la dernière journée à Sedan, par rapport à un goal average particulier sur Nancy. Donc ça a été dur quand même. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a endurci, ça forge. Et puis après, ça m'a permis... après, justement, ces 2 années marseillaises m'ont permis de signer dans un autre grand club comme Arsenal. Alors j'imagine que c'est pas facile, je vais te demander de choisir entre papa et maman dans ces cas-là, parce que tu as eu beaucoup de clubs dans ta carrière. Est-ce que tu es toujours supporter de l'Olympique de Marseille au sens premier, c'est-à-dire, j'imagine que tu l'es aussi d'Arsenal, on va pas se mentir, et de Metz également, mais est-ce que tu suis particulièrement les résultats du club? Bien sûr. Évidemment. La question est naturelle. La question, oui, elle est naturelle, mais ma réponse, elle est naturelle aussi, c'est-à-dire que oui. Moi, dès que je peux venir à Marseille, particulièrement au Vélodrome, je viens parce qu'en fait, mon passage à Marseille a été un moment important dans ma carrière. Et je ne peux pas l'oublier. Après, il y a une certaine reconnaissance du club aussi vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que quand le club a envie de m'inviter, il m'appelle, je dis oui. Et puis justement, ça me fait plaisir. Donc oui, je supporte l'Olympique de Marseille, ça c'est sûr. On enchaîne. En 2000, donc champion d'Europe avec l'équipe de France, avec un doublé historique. Ouais. Là, tu écris l'histoire quand même du football français. Est-ce que tu en es conscient? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Seul, non. Enfin, on l'écrit. Oui, non. Enfin, alors attention, moi je joue au foot, c'est un sport collectif. C'est bien. On écrit l'histoire, du football français avec ce fameux doublé. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire, parce que honnêtement, ça me fait chaud au cœur à chaque fois d'en parler, parce que j'ai que des grands souvenirs, parce que quand je revois les images, j'ai toujours les frissons. Donc je sais que pour les supporters, pareil, je sais que pour le pays, ça a été un moment important justement de rassemblement, de communion, justement, Black Blanc Beurre à l'époque. C'était un moment de partage. C'était énorme. Ouais, un moment magique, même dans la société française. C'était vraiment une période de gloire et de bien-être. Oui. Est-ce que tu penses que l'équipe de 2000 était encore plus forte que celle de 98 ? Bien sûr, oui. Par rapport à la présence aussi de Trezeguet, de Henry, qui avait un peu pris du coffre, de toi également, qui avait pris du coffre. On va en reparler. Mais justement... Arsenal est là entre-temps. Après, ça arrive juste après. Après l'Euro ? Oui, 2000. Donc juste, je signe. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, après la finale, je pars à Londres signer mon contrat. Voilà. Donc, et du coup, les supporters marseillais ont constaté... les supporters marseillais, les observateurs, ont constaté le Robert Pires à Marseille et celui d'Arsenal. Et là, pour le coup, on a vraiment eu l'impression que tu as mis en application le mot « muscle ton jeu ». C'est-à-dire qu'on t'a vu une transformation physique, je pose la question parce qu'on s'est tous interrogés à ce sujet-là, une vraie transformation physique chez toi, et on a eu l'impression que cette phrase-là, en fait, tu l'as appropriée, tu l'as appliquée, et Arsenal, c'est plus le même Robert Pires, physiquement. Alors honnêtement, je ne sais pas si je me la suis appropriée, et encore aujourd'hui, on me pose souvent la question si finalement, est-ce que j'ai vraiment musclé mon jeu? Et ma réponse est non. Non. Pourtant, physiquement, tu avais... Oui, mais costaud, quoi. J'ai juste... et ça, c'est Wenger qui me l'a appris. J'ai juste travaillé mes points forts. L'aspect physique, c'est juste le cœur, le coffre. Ça, il fallait que je le travaille, surtout chez les Anglais. Mais quand j'allais au duel, non. Au duel, souvent, j'étais par terre. Parce que j'ai pas la carrure, justement, parfois, pour rivaliser. Mais le physique... Pour faire, comme on dit, encore une fois, chez les Anglais, le box-to-box, surface, ça, oui. Ça, je l'ai acquis. Tu l'as encore, on l'a vu au trophée des héros. Ah ouais. Mais disons que le muscle ton jeu, il arrive comme ça sur une phase où Aimé Jacquet décide de nous réunir, c'est-à-dire dans le vestiaire, les attaquants et les milieux offensifs. Et puis à ce moment-là, il se tourne vers moi et puis il commence à me parler doucement. Et puis d'un coup,
j'ai l'impression qu'il se braque et qu'il ose le ton, et puis il me sort cette phrase. Alors, moi, bien évidemment, moi, je l'écoute, mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit, quoi? Pourquoi il me dit ça, quoi? Moi, pour moi, physique, c'est pas mon point fort. Après, je comprends que c'est un avertissement. C'était un petit message. C'était un message, mais honnêtement, je ne l'ai pas mis en application. Oui, parce qu'il y avait la deuxième partie de la phrase. Sinon, tu vas au-devant de très grosses déconvenues. C'est ce qu'il dit. En fait, c'était en deux parties. Et t'en as reparlé de ça avec Aimé Jacquet? Non. Du tout. Non, jamais reparlé. Mais en fait, il me sort cette phrase juste à moi, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est que c'est un avertissement. Hein. C'est un message. Mais moi, honnêtement, j'en prends pas considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, on est en 2021, les gens en reparlent. Les gens me demandent. Donc, bon, ça me fait plaisir parce que bon, les gens n'ont pas oublié. Et ce qui est marrant, c'est que les gens restent nostalgiques par rapport à ça, quoi. Totalement. Donc c'est marrant, quoi. Mais non, je l'ai pas mis en application. D'accord. Mais les techniques d'entraînement Arsenal, pour préciser vraiment ma pensée, c'est qu'il s'est quand même vachement basé plus sur le physique que ce que tu as connu à Marseille. Oui. Parce que physiquement, tu as une vraie transformation physique. Ouais, vous trouvez? Ah ouais. Ouais. Vraiment. Enfin, on en parlait souvent à l'époque. On se disait, le Robert Pires d'Arsenal. Alors, je sais pas. C'est marrant, merci. Ouais. Mais juste, non, enfin, moi je trouve que j'ai peut-être progressé, c'est sur l'aspect, alors quand je dis physique, c'est de pouvoir rivaliser 90 minutes et d'avoir le coffre nécessaire. Parce que quand tu joues dans une position comme celle-ci, sur les côtés, en fait tu peux pas te cacher, quoi. Tu fais des bornes. Oui. Moi je sais qu'à l'époque, à Metz, ou à Arsenal, pas à Marseille, parce qu'à Marseille, Roland avait décidé de le mettre en numéro 10, derrière justement Flo Maurice, mais je parcourais entre 13 et 14 km, quoi. Donc ça veut dire que le up and down, il faut le faire en permanence. Donc c'est là où je trouve que je me suis vraiment amélioré, ouais. En plus, tu as eu la lourde tâche de remplacer Marc Overmars, qui partait pour Barcelone. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de pression, quoi. Le message, remplacer une tête d'affiche comme lui. Ouais, très compliqué. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, très compliquées. Je me souviens des premiers mois à Arsenal, c'était délicat, quoi. Délicat parce qu'en fait, alors, je sors d'une saison très pénible avec Marseille. Au milieu, il y a ce titre de champion d'Europe avec l'équipe de France. Et il y a mon début de saison assez délicat avec Arsenal où je mets pratiquement 5-6 mois au niveau de l'adaptation, quoi. Où ça se passe pas très bien. Et puis, vous l'avez dit, c'est que je remplace un très grand joueur, une légende, comme on dit chez les Anglais, c'est Marc Overmars. Et en fait, ça, c'est ce qui est marrant, c'est les gens, enfin les fans et les journalistes, automatiquement, on nous compare. Alors que je n'ai rien à voir avec Marc Overmars. Il a été extrêmement fort, extrêmement doué, il a ses qualités. Je suis différent. Si Arsène Wenger décide de me recruter justement ou de m'acheter, c'est qu'il pense que j'ai le potentiel pour le remplacer, pas pour faire pareil, mais pour le remplacer. Et donc les gens là-bas, Arsenal, n'ont pas compris le message. Et c'est pour ça que de suite, quand ça se passait, comparaison. Dans la presse, je le voyais, on perd Overmars, mais on perd en échange. On prend Robert Pires, en plus il joue à Marseille, ça s'est mal passé. Voilà, on compare. Interrogation d'entrée de jeu. Ah oui, d'entrée de jeu, un point d'interrogation sur qui est Pires, le joueur qui est susceptible de remplacer Overmars. Donc, ça commence pas très bien. Question deuxième degré sur le chat on nous demande justement le petit bouc à l'arrivée à Arsenal. D'où vient cette décision? Ça c'est alors veille de finale de l'Euro face à l'Italie. En fait, c'est Nico Anelka qui lance un petit peu cette idée. Donc lui, il avait décidé de faire un petit liseré comme ça avec sa barbe. Et lui m'avait dit ça serait sympa, toi, si tu fais justement le fameux bouc d'Artagnan. Je dis ok, pourquoi, on va l'essayer. Je vais l'essayer. Un peu de superstition, ça se passe bien, on gagne et je décide de le garder. Tu le gardes, voilà. Simplement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jusque-là, ça se passe bien, donc Arsenal. Mais 2002 contre Newcastle, tu fais un super match, mais tu te blesses. Donc rupture des croisés, suivi de non-Coupe du Monde. Comment tu le gères mentalement? Très dur. Parce que, alors,
ça fait partie du jeu. Ça, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Je pense que j'étais peut-être dans une phase un peu de fatigue, et c'est pour ça que je me blesse ce jour-là face à Newcastle. Dur parce qu'en fait, je suis certainement à ce moment-là dans ma meilleure phase de ma carrière. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais disons que, comme a dit souvent Arsène Wenger, il me dit à chaque fois que je te voyais, j'ai l'impression que tu volais. Et en fait, je me sentais bien, physiquement, tout était au top, j'avais aucun problème. En plus, je jouais. Là, sur la deuxième saison, ça se met mieux et extrêmement bien avec Arsenal. Et puis donc, je me blesse. Et puis après, le diagnostic, c'est que j'ai le ligament croisé, rupture, pardon. Et puis bon, il faut se faire opérer. Donc, je commence à calculer 6 mois. Entre-temps, il y a la Coupe du Monde 2002, donc il faut faire un trait. Et puis, donc, il faut l'avaler, ce qui est compliqué. Et puis surtout, penser à soi-même, à l'opération, à la rééducation. Je décide même de me faire opérer par le professeur Jean-Pierre Franceschi, ici à Marseille. D'accord. Ouais. Donc il faut en prendre conscience. Et là, en fait, c'est un long chemin parce que je me suis aperçu, déjà mentalement, ça m'a fait du bien aussi. Mais tu t'aperçois qu'en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves seul, quoi. Ah oui. Juste avec alors que le professeur qui va t'opérer. Une fois que tu quittes la clinique, et tu te retrouves en rééducation avec les kinés, et puis là, ça dure 5-6 mois. Quoi. Et pourtant, c'est une autre phase. Vite. C'est-à-dire que dans ta récupération est quand même plutôt rapide. La première. Le processus, il est que avec Jean-Pierre Franceschi, le docteur, qui malheureusement nous a quittés, pour lui m'a toujours dit, c'est 6 mois. Tu peux revenir avant, il n'y a aucun problème, mais il y a un risque. Et moi, je dis non, je ne veux pas prendre de risque. Si vous me dites que c'est 6 mois, ça sera 6 mois. Donc, on a fait vraiment le nécessaire pour qu'au bout de 6 mois, je suis en forme et en état de jouer. Et donc, c'est ce qui s'est passé, on a suivi le protocole. D'ailleurs, tu reviens à ton meilleur niveau, ce qui permet donc à Arsenal d'accumuler les titres. Donc, je cite, titre champion en Coupe d'Angleterre, tu termines meilleur passeur après cette blessure, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, tu as bien fait d'écouler les 6 mois de rééducation. Et il y a surtout un sacré mental pour en arriver là, quoi. On sait ce que c'est, un joueur de foot blessé qui a du mal à revenir. C'est chaud. Tu reviens à un niveau meilleur passeur. Enfin, c'est incroyable. Mais en fait, j'ai toujours voulu être meilleur passeur. Parce que en fait, c'est un peu ce que j'ai appris justement au centre de formation à Reims et à Metz. Parce que pour moi, le football, encore une fois, c'est un sport collectif. Et j'ai toujours préféré être passeur que buteur. Alors buteur, bon, bien sûr, quand tu marques, t'es content, t'es ravi, et parce qu'on te voit, parce qu'on va parler de toi. Mais en fait, comment je vais l'expliquer? En fait, ma fonction, c'était d'être passeur. Le collectif. Moi, c'était vraiment le collectif avant tout. Et donc, quand à la fin de la saison, on disait meilleur passeur du championnat, Robert Pires. Je peux vous dire, j'étais... Consécration. C'est une consécration, et puis surtout une fierté de se dire, voilà, j'ai fait tant de passes, et parce que c'est mon objectif. Enfin, c'était mon objectif. Et d'ailleurs, on a vu ça au match d'Euro. Hein. Pour revenir à ce fameux match, mais quoi qu'il arrive, donc ce nombre de passes incalculable. Non, mais jusqu'à la fin, quand je pourrais jouer même des matchs comme celui-ci à Marseille il y a 2 mois pour Didier Drogba, je le ferai parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai appris, quoi. Et c'est avant tout, c'est ce que je veux mettre en valeur, ouais. Tu es un vrai meneur de jeu. Et puis le mental. Ouais, c'est marrant parce que tu as inscrit énormément de buts, que ce soit Arsenal, à l'OM, partout, enfin l'équipe de France. Ouais. Mais ce qui nous marque le plus, et c'est vraiment révélateur de ce que tu dis, c'est cette passe décisive en finale de l'Euro contre les Italiens, mais parce que justement, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on se souvient de ce geste-là, parce qu'il était tellement Robert Pires, et le caviar que tu mets à Trezeguet, alors après, il met une superbe reprise, ça, il n'y a pas de souci, mais comme tu dis, on se souvient de ça plus que de certains buts, parce que c'est le moment magique, quoi. Le coup de rein, tu lui bois l'âme, et tu fais la passe, mais moi, c'est magnifique. En tout cas, c'est gentil, mais en tout cas, moi, ça me va. Moi, le rôle de passeur, alors bien évidemment, le nom qui est inscrit du but en or, c'est David Trezeguet. Mais il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment satisfait d'avoir pu donner justement ce ballon à David. Après, bien évidemment,
il n'est pas facile, il se retourne, position un peu délicate, mais bon, après, c'est aussi son rôle. Oui, bien sûr, c'est son taf. Mais le tien, tu l'avais fait parfaitement avant. Mais moi, en fait, alors je le fais parce que inconsciemment, ce qui est important, c'est que inconsciemment, je sais ce que je vais faire parce que pendant des années, je l'ai fait à Metz. Pendant 6 ans, j'étais sur ce côté-là et pendant 6 ans, je le faisais. Et ce qui est marrant, c'est que, comment je vais l'expliquer aussi ? En fait, c'est que le cerveau, il le sait. C'est imprégné. Et en fait, ça devient naturel. C'est-à-dire que quand je prends le ballon, normalement, parce que je l'ai revu aussi cette action, mais normalement, je dois faire la passe à Zizou. Et de me dire, allez, je prends aucune responsabilité, tiens Zizou, je te passe le ballon, maintenant tu te débrouilles. Tu refais le bébé et puis démarre. Voilà. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que quand j'intercepte le ballon, et ben là, automatiquement, naturellement, et ben, je sais que je dois y aller. Et je me suis retrouvé dans ce que je faisais à Metz. Donc, je vais dans la provocation, je dribble Fabio Cannavaro, je me retrouve devant Nesta, et là je sais que mon ballon, en fait, mon centre, il faut que je le mette entre les jambes, parce que lui, ce qu'il va faire, c'est il va vouloir l'intercepter, ce qui est normal. Donc il ouvre les jambes, et à ce moment-là, moi, je sais où est David, donc je centre pour David en retrait, et lui finit le boulot. Et l'histoire est là. Incroyable. 2006, tu rejoins le championnat espagnol, donc pas au Real, on sait que c'est le club de tes rêves, mais... Que j'ai refusé en 2000. Ah, ça tu vas nous expliquer. Mais tu rejoins donc Villarreal et encore une fois, malheureusement, tu te blesses au genou. Oui. Dur. Alors, en plus, c'est 15 jours après mon arrivée, donc pas facile pour les dirigeants. Pour s'intégrer même. Ouais. Après, l'intégration, ça va parce qu'en fait, comme je parle espagnol, donc déjà, l'intégration, à ce niveau-là, ça se passe bien. Mais bon, c'est surtout pour les dirigeants où je suis un peu énervé parce qu'ils investissent de l'argent, parce qu'ils croient en toi, parce que j'ai 32 ans et que je suis en fin de carrière. Et là, ils se disent, attends, il arrive, il en a pour 6 mois, donc on le revoit à mars. Le championnat va être pratiquement fini, donc c'est un mauvais coup, quoi. Et donc c'est pour ça, en fait, là, je pense même pas à moi, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je sais ce qui m'attend. Je connais le chemin. Parce que je l'ai déjà vécu. C'est classique. 4 ans avant, c'est classique. Mais c'est surtout pour les dirigeants. Et honnêtement, je suis vraiment déçu. Pour eux. Comment ? T'es déçu pour eux. Ben oui, parce que surtout le président, il a investi beaucoup d'argent sur moi, quoi. Donc c'est pas facile. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, oui. Tu t'en remets vite ? 6 mois ? Non, 6 mois. Ah, 6 mois encore. Toujours 6 mois avec Mais tu t'en remets bien, par contre. Oui, mais alors, je pense que j'ai été très très bien opéré. C'est important, ça. Très. Après, j'ai suivi la phase de rééducation. Je suis parti au CERS de nouveau, faire ma rééducation. J'avais décidé de prendre un préparateur physique, Tiburce Darou, qui ne m'a pas fait de cadeau. Et au niveau mental, je pense que lui m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je suis revenu, peut-être pas aussi fort, mais je suis revenu à un certain niveau. Même à 32 ans, il me disait, on s'en fout de l'âge. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans le coffre et ce que tu as dans la tête. Donc c'est possible, parce que je ne te cache pas qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions de supporters marseillais qui parlent de Milik, notamment. Ouais. C'était cet exemple-là. Et il n'est pas blessé. Mais il a eu de nombreuses blessures, justement. Oui, il a connu, si tu veux, de nombreuses blessures dans sa carrière, et beaucoup s'interrogent sur le fait de sa capacité à retrouver son niveau... mais il est jeune. Ouais. Mais il n'a pas 32 ans. Non, il n'a pas encore 32 ans. Non, mais moi j'avais 32 ans. Tu t'en es bien remis. Et je me suis bien remis. Non, mais c'est juste une question de volonté. Hein. Moi, je savais que ça allait être dur. Mais, et c'est ce que me disait justement Tiburce Darou, le préparateur physique, il me dit, mais là, j'en s'en fous, quoi. Il me dit, tu peux avoir 22, 32. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu veux dans ta tête. Donc, je me suis mis ça. Et après, j'ai bossé, j'ai travaillé. Honnêtement, ça a été dur. Hein, parce que, encore une fois, c'est pas un tendre, Tiburce. En plus, il y va, parce qu'il a eu la Coupe Davis, il s'est occupé de tennis, de rugby, de football. D'Arsenal aussi. De tout le monde d'Arsenal, ouais. Non, il m'a pas fait de cadeau. Et grâce à lui, j'ai pu revenir. Ouais. Et tu reviens très bien parce que tu aides donc Villarreal à terminer second de la Liga. Oui. Donc effectivement, c'est pas rien. Le mental, la récupération. Ah non, c'est pas rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Villarreal, à l'époque, il y avait 48 000 habitants, quoi. Là-bas, le club est surnommé le village. En espagnol, El Pueblo. Donc c'est pour vous dire. Mais je peux vous dire qu'il y a un président qui aime le foot, qui investit beaucoup d'argent de sa poche,
pour construire toujours une équipe compétitive. Donc cette année-là, malheureusement, bon, on finit deuxième derrière le Real Madrid à 5-6 points. Mais en tout cas, on laisse Barcelone derrière nous à 10 longueurs, pratiquement. 8 ou 10 longueurs. Donc ça prouve un peu le parcours qu'on a pu faire et réaliser sur une saison. Ouais. C'est extraordinaire. Ça prouve surtout que tu as réussi à bien revenir. Aussi. On parlait du Real. Donc tu as été sollicité par le Real ? En 2000, ouais. D'accord. Bah, en fait, c'est comme en 98. Il faut faire un choix. J'ai la chance et l'opportunité d'avoir des grands clubs qui me veulent, qui veulent de mes services. Donc en 2000, j'ai le Real Madrid, la Juve et Arsenal. Ah, quand même. Ça va ? Ouais, pas mal. Arsène Wenger, j'imagine, est déterminant dans ton choix. Et Arsène Wenger est déterminant dans mon choix parce qu'il me veut, parce qu'il croit en moi, parce qu'il estime que j'ai le potentiel pour remplacer Marc Overmars, parce qu'il sait qu'il va le perdre, parce qu'il va partir du côté pour Barcelone. Et en fait j'étais à deux, vraiment, comme on dit, à 2 doigts de signer pour le Real, parce que j'avais même fait une photo avec le maillot du Real pour le journal AS. Donc c'était vraiment, j'étais prêt à signer là-bas. Et puis donc Arsène, il a réussi à me convaincre. Les joueurs français aussi, comme Henry, Patrick Vieira. Pat Vieira, bon, Nico Anelka, même s'il n'y était plus, Gilles Grémandi, bon, ils m'ont dit... Arsenal, nanani, nanana, tu vas voir. Londres, c'est top. Le championnat anglais, c'est magnifique. Les stades, enfin, bref. Ouais, ils te l'ont bien vendu. Ils m'ont bien vendu, ils l'ont fait à l'envers aussi, et ça s'est bien passé. Dans le même chemin, donc ils l'ont vendu, ils me l'ont... D'accord. Là, je rigole. Quand ils m'ont fait à l'envers, mais en tout cas, c'est bien passé. Pardon justement, oui. On parle de l'Angleterre parce qu'ensuite, retour en Angleterre à Aston Villa. Ah, Aston Villa, oui. Au niveau de l'ambiance, on parlait de l'ambiance des stades tout à l'heure là-bas, il paraît aussi que c'est incroyable. Les supporters anglais, l'ambiance. On parle du côté football classe aussi, dans les stades anglais. Ah oui, bien sûr, c'est classe. Les gens sont mesurés, sont calmes. Il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de grillage entre les supporters. Il y a beaucoup de respect. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le supporter rentre dans le stade, c'est comme s'il allait à l'église. C'est-à-dire qu'il faut... Bon, bien sûr, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux insulter. Hein, mais disons que t'as pas le droit de débordement. Parce qu'il y a les hooligans, je crois, là-bas. C'est les supporters les plus... ça, c'est plus maintenant, d'accord. Oui, mais pas chez eux. Hein. Ah. En fait, ils le font à l'extérieur. Oui, c'est plus facile, bien sûr. Mais chez eux, non. Plus facile. Non, chez eux, en fait, alors, je vais être rapide, c'est-à-dire que j'ai assisté à une scène un jour, match de Cup. Je fais rapide, un match de Cup, Arsenal-Tottenham. Donc, je suis dans les tribunes, et là, il commence à y avoir une embrouille, mais entre les fans de Tottenham. Hein. Commence à avoir un peu de bagarre, bon, ça commence à partir, et là arrivent trois policiers, dont un avec une caméra, et il se met devant eux, et il commence à les filmer. Je peux vous dire qu'après, plus rien. Terminé. C'est peut-être une recette que tu devrais filer à certains clubs pour éviter les débordements. Non, mais honnêtement, hein, j'ai dit waouh, ah ouais, pas mal, 3, hein, pas plus. Hein. Ah ouais. Juste 1 avec la caméra, 2 pour le protéger au cas où. Bien sûr. Il s'est positionné devant, il a commencé à les filmer, et je peux vous dire que... Il n'y a plus personne. Ça s'est calmé net. Ah ouais, terminé direct. Donc, il faudrait 10 000 caméramans pour les matchs. Donc, non, mais oui, mettez une caméra, vous allez voir. Ah ouais. Si tu veux revenir au stade, je peux vous dire que tu vas vite te calmer. Hein. Ah ouais, c'est clair. Non, donc ça peut être une solution. Oui, ça peut être une idée lancée aujourd'hui. Voilà. Parce que le Fossin va peut-être intervenir maintenant. Intervenez. Je vous fais confiance. mais en tout cas, après, non, c'est... après, je ne peux pas comparer avec Marseille, c'est pas possible. Enfin, oui, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. Mais si vous allez... si vous allez à Liverpool, si vous allez à Manchester United, bien sûr à Tottenham, quand tu es joueur d'Arsenal, bon, c'est le fameux derby. Là, c'est chaud, c'est même électrique. Mais après, rivaliser avec l'OM, non, c'est pas possible. On a presque terminé le temps imparti. On risque de déborder un tout petit peu, si tu nous permets. Oui, Robert. bien sûr, allez-y. Désolé. Il y a Dutch of Marseille qui nous dit, Robert Pires, quel grand joueur, son double poteau contre Chelsea, un grand moment. Ah, oui. Moment, ouais. Bon souvenir, ça aussi. Hein. Très bon souvenir. Ouais. Pour l'instant, je suis le seul à avoir fait ça. C'est vrai. À vérifier, mais... Ouais, c'est possible. Ouais. On vérifiera. À notifier surtout. Marqué en tapant les 2 poteaux sans qu'elle touche le sol. Ouais, ça c'est vrai que c'est chaud. En plus, Champions League Chelsea. Beaucoup s'en souviennent en tous les cas. Ah bah merci, c'est gentil. Tu finis ta carrière en Inde. Moi, j'aimerais savoir combien de langues tu parles aujourd'hui.
Ah, je parle pas l'hindou. Hein. Ah. Non. Parce qu'en fait, au début, en Inde, tu pars pour un énorme championnat. C'est-à-dire, ils recrutent des retraités, fraîchement retraités du football. Ils veulent monter une super ligue, donc il y a beaucoup d'investissement de leur part. Ça tombe à l'eau, mais tu poursuis quand même l'aventure en Inde. C'est bien résumé ou pas? Ouais, c'est bien résumé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, l'ISL, l'Indian Super League, elle est concentrée sur 3 mois. En fait, ils veulent faire rapide. Et à ce moment-là, oui, ils décident de faire intervenir des anciens grands joueurs, dont je fais partie. On est 8. Ouais, 8. Oui, on est 8. Et puis donc là, il y a un investissement. Alors, je ne vous cache pas que financièrement, ça a été très bien, mais ça a été une vraie aventure humaine. J'ai eu la chance de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Et c'est ça, en fait, la magie aussi du football, parce que ça te permet de voyager. Et donc, j'ai pu jouer 3 mois. J'étais au FC Goa. Bon, malheureusement, on a perdu en demi-finale. Mais en tout cas, ça a été une bonne expérience. Ouais, très bonne. Ouais. Et j'ai vu des stades pleins. Et humainement, surtout. Ah, humainement, c'était exceptionnel. Magique. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que depuis ce retour d'Inde, je ne me plains plus. Non, c'est pas possible. Parce que j'ai vu des choses vraiment, vraiment dures. Parce qu'on parle souvent de pauvreté, de misère, et je peux vous dire que là-bas, c'est très, très dur. Surtout si vous allez dans une ville comme Calcutta, c'est pas évident. Surtout quand vous avez des enfants. Ouais. On revient changer, quoi. Personnellement, je suis revenu changer. Ouais, ça, c'est sûr. Désolé. Émotion. Non, mais c'est très bien d'en parler. Nous, ce qu'on aime bien savoir dans cette émission, au Phocéen, c'est quel a été le meilleur moment, le moment le plus intense. Je sais qu'au lieu de pleurer, on va rigoler parce qu'on en a tellement parlé de ce moment avant l'émission. Le moment le plus mais quel a été pour toi intense de ta carrière? Si tu as un moment attrapé, les frissons, quelque chose qui vraiment te donne de la nostalgie, si ce n'est pas ton dernier match en tant que professionnel, voilà, un moment vraiment intense qui te fait réaliser ce que tu as pu vivre dans toute ta carrière, quoi. Cette chance que tu t'es apportée, bien sûr. Disons que, apporter, après, il faut du talent. Donc, merci à Dieu de me l'avoir donné. Après, il faut le travailler. Parce que ça, c'est boulot. Ouais. C'est beaucoup de boulot parce qu'en fait, les gens te voient quand tu es en haut, quand tu es professionnel. Et oui, bien sûr, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais ils ne s'imaginent pas, honnêtement, tous les sacrifices que tu peux faire. Alors oui, les gens vont dire, ouais, ça va, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont la belle vie. Aucun problème, hein, ça, je ne le discute même pas. Mais disons que c'est dur. C'est dur parce que tu as une vraie pression tous les jours, tous les matins quand tu vas à l'entraînement. Quand tu défends un maillot, quand tu défends un pays. Donc après un moment particulier, celui qui pour moi est le plus beau, c'est quand Didier Deschamps il soulève la Coupe du Monde, quoi, en 98. Émotionnellement, c'est... Émotionnellement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a même pas de mots pour décrire ce moment-là, parce que dans mes rêves, c'était juste Pelé, Maradona, quoi. Et à ce moment-là, je me retrouve, en fait, comme eux, quoi. Complètement. Toucher le trophée le plus convoité du monde, quoi. Le plus mérité. Bon, mérité, je sais pas. Quand même. si, quand même. Mais disons que, quand je dis mérité, parce que le parcours, il a été compliqué avant d'arriver là. Mais disons que, en fait, c'est l'aboutissement, quoi. Une vraie consécration de ce que tu as fait quand tu as commencé. Quand j'ai signé ma première licence à 7 ans, là, j'arrive à 24. On soulève la coupe du monde. Ouais, donc c'était top. Merci de nous faire partager ce moment. On imaginait bien que c'était celui-là, mais de l'entendre, c'est appréciable. Qui a été pour toi, qui a été selon toi, le meilleur joueur dans ta carrière, avec qui tu as joué? Mis à part toi, bien sûr, mais qui, vraiment, qui t'a marqué? Alors, t'en as eu. Mais... On peut être fan de soi, mais on est toujours fan un peu de quelqu'un. Ah non. Je suis sûre que même un Messi est fan de quelqu'un. Oui, bien sûr. Avec qui j'ai joué ou contre? Les deux, vous allez me dire. Ton choix. D'accord. Vraiment de ton choix. Plus marqué. Celui qui t'a le plus impressionné. Il y en a plusieurs. Comment je vais le dire?
où j'ai vraiment, vraiment appris quelque chose en les côtoyant, il y en a deux. Zinedine Zidane, en équipe de France, parce que je savais que j'étais dans un rôle de remplaçant, mais que je pouvais avoir quelques minutes et pourquoi pas être décisif. Mais en tout cas, le fait d'être à l'entraînement avec lui, alors attention, je ne vais pas dire que je voulais être comme lui ou que je voulais le copier, non, ça c'est impossible. Mais disons que apprendre des choses et pourquoi pas les mettre en évidence justement sur le terrain. Donc ça, c'est Zizou avec la sélection. Et en club, Dennis Bergkamp. Ah oui. Alors, je vais dire aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas Dennis Bergkamp, il y a une compile qui est sur lui, sur les contrôles qu'il fait. Juste les contrôles. Et un jour, il m'a dit, quand j'arrive à Arsenal, donc on commençait à discuter, hein, et je lui dis, mais pour toi, c'est quoi la chose la plus importante pour un footballeur quand tu es sur un terrain? Il me dit, la chose la plus importante, c'est le contrôle. Le premier contrôle. Et ça se voyait sur le terrain parce qu'il avait des contrôles incroyables pour marquer des buts imprévisibles et exceptionnels. Moi, je me suis régalé avec lui tous les matins. Un vrai régal. Donc, voilà. Zidane, Bergkamp, puis après, il y a un autre génie aussi du football, Ronaldinho. Oh là là, ouais. C'est vrai un artiste. Ah, c'est un génie. Lui, c'est un génie. Ouais. Plus qu'un artiste. Ouais, lui, ouais. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ouais, c'est trop. Pour un seul homme. Ouais, beaucoup de nouveautés, beaucoup de fantaisie. En fait, c'est ça qui était. Et puis après, toujours avec le sourire, quoi. En fait, lui, il voulait pas humilier son adversaire, mais c'était vraiment. Le football pour lui, c'était un jeu, c'était de se faire plaisir, un loisir. Et il l'a très bien fait. Non, c'est vrai, hein. Il jouait sur le terrain comme on peut le voir jouer dans des quartiers entre gamins et qui s'amuse avec son ballon, qui fait des sombreros. Exactement. Voilà, chacun ses qualités. Toi, la tienne, je trouve, on parle beaucoup de collectif et de passeurs, mais c'est aussi la vision du jeu hors norme. Parce que quand on est un des meilleurs passeurs et qu'on reçoit ce titre-là, c'est qu'on a une vision du jeu, une intelligence de jeu hors norme. Donc c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde, hein, de ce que je vois dans le foot chez les amateurs, chez les pros. D'avoir ça, c'est une chance aussi. Hein. Alors oui, c'est une chance, mais alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se travaille. Aussi, mais tu l'avais quand même. Oui, je pense que je l'avais. Et c'est pour ça qu'en fait, un jour, Wenger m'a dit, écoute, moi, ce que je veux de toi, c'est travailler tes points forts. Il me dit, tes points faibles, je m'en fous. Je me dis, parce que j'en ai pas besoin. Il me dit, par contre, tes points forts, on va les travailler et on va les perfectionner. Alors donc, il y avait le dribble, il y avait la conduite de balle à haute intensité. Et puis il me dit, tu as une très bonne qualité de passe. Et donc, c'était vraiment mon obsession une fois que j'étais à l'entraînement ou alors j'étais en match. Et en fait, je sais plus qui, je crois que c'était à Metz, je crois que c'est Joël Muller qui m'a dit, de toute façon, le plus important, avant de recevoir le ballon, c'est de regarder où sont placés tes partenaires. En fait, de prendre l'information avant. Tout à fait. De recevoir le ballon. Donc une fois que tu reçois le ballon, donc tu sais pratiquement où sont tes partenaires, et là l'enchaînement va plus vite. Et donc moi je travaillais ça en permanence. Alors après je l'ai perfectionné avec Arsenal, mais on disait que c'était vraiment ma fonction première. Ouais. Si tu avais une seule chose à changer dans ta carrière, dans ton parcours en tant que pro ou amateur, ce serait quoi au jour d'aujourd'hui si tu pouvais revenir en arrière ou quelque chose que tu aurais modifié dans ton parcours? Alors, sur les choix, non. Pas du tout. Au contraire, je suis fier d'avoir fait ces choix-là. Très content même, parce que ça m'a permis d'aller très haut dans ma carrière. Après, changer des choses, oui. Mettre plusieurs lignes sur mon palmarès, oui, comme champion de France avec Metz, champion de France avec Marseille, vainqueur de la Champions League avec Arsenal. Oui, ça, oui, bien sûr. Mais c'est pas des regrets, c'est ce que j'aurais aimé mettre en plus sur le palmarès. Après non, moi j'ai pas de regrets, au contraire, je suis vraiment content de tous tes choix. De tous mes choix, d'avoir et surtout, alors d'avoir été constant pendant 19 ans en première division. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, la régularité, elle est dure. Parce qu'en fait, tu peux vite disparaître. Une fois que tu es blessé, par exemple, tu peux vite disparaître. Tu peux t'oublier très vite. Ouais. Exactement, tu passes sous oubliette. Et vous l'avez dit, j'ai été blessé 2 fois et je suis revenu à un certain niveau et hop, j'ai
encore, comment je veux dire, j'ai enchaîné. Enchaîné. Donc, et c'est pour ça que je suis content de ce que j'ai pu faire pendant 19 ans. Ouais. Aujourd'hui, on te connaît en tant que consultant pour M6 et Canal+. Oui, mon nouveau métier, consultant. Ce nouveau métier qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs. Enfin, c'est unanime, c'est-à-dire supporter de l'OM et de partout. D'ailleurs, c'est aussi assez rare parce que souvent on a nos consultants préférés en fonction de l'équipe qu'on supporte. Pour le coup, c'est unanime. Tu es apprécié. Merci beaucoup. Donc ouais, aujourd'hui, moi je suis très très content parce que je suis le seul à pouvoir travailler pour 2 chaînes, Canal+, M6. Canal pour la Première Ligue, M6 pour l'équipe de France. Après, attention, je sais très bien que les gens... je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester ce que je dis ou l'analyse que je peux apporter, mais ça, c'est humain. C'est la loi du football. C'est pas grave. J'ai été critiqué quand j'étais joueur. Donc je sais très bien qu'en tant que consultant, je le serai aussi, parce que c'est ma mère qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, de toute façon, mon fils, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ok, très bien. Il me dit, essaye d'être bon, voilà, il faut l'accepter. C'est ce que j'accepte aujourd'hui. Je reçois des critiques, il n'y a aucun problème. Là-dessus, j'ai 0 problème. Mais après, moi, j'avance, je sais qu'on me fait confiance. La preuve, c'est que je continue avec ces 2 chaînes-là. Tout simplement. Et je prends du plaisir. Et la carrière d'entraîneur ou de directeur sportif, ou non, vraiment, c'est pas... c'est autre chose. Ouais. Exemple, si demain on te donnait l'opportunité de filer un coup de main à l'OM dans le staff, ça pourrait te titiller? Ça pourrait. Attention, parce que tout ce qu'on évoque, en général, ça se produit. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Alors, pour répondre à la première question, entraîneur, non, parce que j'ai pas cette fibre en moi. Et c'était un peu à l'époque quand j'étais capitaine à Marseille. Non, j'y arriverai pas. Faut pas forcer. Il faut pas forcer, et puis parce que c'est beaucoup de responsabilité sur un homme. Donc ça, c'est compliqué. Après, directeur sportif, je ne sais pas, mais d'être dans le staff. Bon, alors on parle de l'OM. Oui. D'accord, c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Ça, oui, ça pourrait me plaire. En plus, je connais bien Pablo Longoria. Donc, j'ai de bons rapports avec lui. Donc, je dis oui. Il y a le boss du Phocéen qui a dit, viens chez nous. Mais on l'a entendu, tu sais. C'est lui que j'ai entendu. Viens chez nous. Il a dit, voilà, viens chez nous. Mais Marseille, oui. Moi, j'aimerais bien. Mais comme, attention, mais comme si demain Metz m'appelle, si le Stade de Reims m'appelle aussi. C'est pour ça que... Oui, on parle de Marseille. Oui, bien sûr. Ça pourrait être une possibilité, oui. Parce que j'aime les clubs où j'ai joué. Et je suis leur parcours, je suis les matchs, je suis les résultats, oui, bien sûr. Mais Marseille, c'est costaud quand même. Attends-toi, normalement, c'est quoi en général, un mois? Ouais, non, le délai, non, mais ça fait... Non, mais c'est vrai, ça va vite faire le tour. On va te poser une petite série de questions courtes. Vite fait pour terminer, excuse-nous du retard qu'on a pris. Non, il n'y a pas de souci, je vous écoute. On se régale tellement que... merci beaucoup. Mais il va revenir, il a plaisir à partager. Voilà, alors, petite question courte, réponse courte. Ton principal trait de caractère? Oh. Gentillesse. Ah, mais ça, c'est une certitude. Ah, je sais pas, mais... Si. Principal défaut, selon toi? Têtu. Je suis Scorpion. Ok. Le joueur le plus fêtard, selon toi? Toujours la même réponse. Le plus fêtard? Ah, le plus déconneur, le plus qui sort, qui fait la fête. Fêtard, C'est pas la même période, remarque. Non, j'ai bien aimé mon ami Sylvain Wiltord, à Arsenal. Ah oui. Mais toujours modéré, mais toujours partant. Toujours partant. Oui. C'est les meilleurs. Ton pote dans le milieu du foot? Mon pote? Ouais, ton ami, vraiment celui qui... Wiltord Vieira. D'accord. Après, il y a Olivier Dacour aussi. Il y en a quelques-uns quand même. Un seul, c'est dur. Mais où j'ai une vraie relation, les trois je viens de citer. Ouais, au-delà du sportif, quoi, vraiment. Oui, bien sûr. Avec qui je pourrais partir en vacances, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Donc, l'entraîneur avec lequel ça s'est le mieux passé? Oui. Mais vous savez très bien que c'est compliqué de répondre à cette question. Oui, bien sûr, il y en a tellement eu. Non, c'est qu'il n'y en a pas eu. Non, pas tellement. Enfin, il y en a eu, mais c'est délicat d'en citer qu'un. C'est ça. Et la question qui suit, elle va être pire. Oui, mais c'est l'inverse, la question qui suit. Le problème, c'est que non, je ne peux pas dire un, parce que je vais même répondre tous.
parce qu'ils m'ont fait jouer, parce que j'étais titulaire, parce qu'ils m'ont apporté quelque chose, parce que et j'ai appris. Et ils m'ont donné confiance. Voilà, et bien sûr. Et puis c'est ce que je viens de dire, c'est que pendant 19 ans, j'ai joué, quoi, au plus haut niveau. En étant pratiquement toujours titulaire dans les clubs où je suis passé. Donc, chaque fois qu'on t'a appelé, c'était pour quelque chose. Exactement. Et puis après, cette régularité, c'est ça. En fait, c'est ce qui, si je dois dire un mot par rapport à ma carrière, c'est ce qui me plaît, quoi. La régularité. Toujours d'être constant au plus haut niveau. Ouais. C'est bien. Et du coup, celui avec qui le courant est le moins bien passé Entraîneur. Ouais. Tu peux pas en citer qu'un non plus. Tu peux en citer si, il y en a un, oui. Vous voulez son nom? C'est comme tu veux. Ah oui, il n'y a aucune obligation. Si, c'est Raymond Domenech. Domenech. Oui, bien sûr. Non, ça c'est... Alors, c'est moins de feeling, quoi. Je les entends d'ailleurs. Non, c'est même pas une question de feeling, c'est que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que... Alors, je fais rapide avec Raymond. T'es pas obligé, hein, encore une fois. Non, j'ai plus de problème avec lui. À un certain moment, j'avais de gros problèmes avec lui. Mais disons que... Chez les espoirs, il m'avait toujours appelé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pratiquement une trentaine de sélections avec eux, donc avec les espoirs, donc ce qui est pas mal. Une fois qu'il a pris la direction des A, il a commencé à me prendre en grippe, à me dire que je n'avais plus ma place, que en fait je pouvais rien apporter à l'équipe de France. Et puis le conflit, il a commencé là, quoi. Et donc en 2005, j'ai arrêté l'équipe de France, quoi. D'accord. Lui aussi arrêté, hein, je te rassure, rapidement. Le don que tu aimerais avoir. Pardon, je t'ai coupé. Non, Gilles aurait dû arrêter il y a bien avant. Bien avant. Mais bon, il oui. n'était plus trop crédible, même en étant... Voilà. Le don que tu aimerais avoir. Le don Ah, le don. Je pense comme beaucoup de gens, pouvoir voler, quoi. Je pense que ça peut être pas mal, cette sensation de liberté, d'être seul, de planer. Ouais, il volait déjà sur le terrain, il voudrait voler encore. On va s'arrêter. Hein. Il manque plus que des ailes à celui-là. Vous me demandez, je réponds. C'est pas mal. Le héros, pour toi, selon toi, qui est ton héros dans la vie réelle? Un héros j'ai pas de héros, mais... Qui t'a accompagné? Non, mon idole, c'est mon père, quoi. Ouais. Bah oui, enfin... Bravo. Non, enfin, bravo. Non, parce que celui qui répond pas ça, il sort. C'est une bonne réponse. Non, je sais pas, mais c'est grâce à lui, parce qu'il m'a transmis un peu sa passion. Il m'a emmené à tous ses matchs, je le suivais, j'avais 7, 8, 9, 10 ans, j'étais avec lui dans le bus, je devais être pratiquement le seul gamin à être là, et j'allais le voir, et puis après, ça devient un peu, votre modèle, vous voulez faire comme lui, vous voulez le dépasser, puis... et on le dépasse. Et je pense que c'est ce que j'ai fait, c'est pas mal. Mais il est très fier. Eh ben oui, très fier, j'imagine. Tes passions, en dehors du foot? Alors, je me suis découvert une nouvelle passion, ça reste toujours du sport, c'est le paddle tennis. Ah oui, comme Zizou. Ouais, mais je suis meilleur que lui. Oui. Il est pas mauvais, on le voit au Z5. Là, la caméra, je lance sans problème le défi à Zidane. Mais il serait bien content même. Ouais. Quand vous voulez, on peut l'organiser à Marseille. Mandanda aussi est un on t'organise ça quand tu veux. Quand vous voulez, au Z5. On est au Z5, nous, tout le temps, avec Stéphane, donc on t'organise ça comme tu veux. Ah ouais, sans problème. Mais super. Autant au football, il est meilleur que moi là-dessus. Mais paddle... Là-dessus, il n'y a rien à dire, autant paddle, non. Mais tu sais qu'il s'entraîne avec le champion du monde, qui est un Espagnol. Il est venu avec il n'y a pas longtemps, Z5. Et il y a Steve Mandanda aussi qui... qui joue pas mal. Donc c'est ma nouvelle passion. Mais c'est super parce que on va organiser des tournois paddle avec les champions du monde. Ça va être pas mal. En tous les cas, le match, il va valoir son pesant d'or. Il sera peut-être à huis clos, par contre, les amis, calmez-vous. Calmez-vous. Non, surtout pas. Il faut faire l'entrée payante et après, on la donne à une œuvre. Ça me plaît encore mieux. Je te laisse gérer ça, semaine prochaine. Le rendez-vous est pris, merci beaucoup. Organisez ça. Ça va plaire à l'ON. Allez, pas de problème. Je lance le défi, en tout cas. Super, génial, magnifique. Est-ce que tu as une devise? Une devise qui... Ce sera la dernière question. Qui ne tente rien à rien. On m'a toujours appris ça. Et en fait, j'avais ça en tête parce que, tout simplement par rapport au positionnement que j'avais sur le terrain, c'est-à-dire que je pense être un dribbleur et que si le dribbleur ne prend pas des risques, ne tente pas, il n'arrivera à rien, quoi. Et c'est pas de quoi il est capable, surtout. Donc, moi, je suis parti dans cette optique-là. Bien évidemment, j'ai pas réussi tous mes dribbles, mais disons que dès que je loupais un face-à-face, je savais que la fois d'après, je retournerais voir mon adversaire direct. Donc, qui ne tente rien.
Et des prises de risque, tu en as eu des très bonnes. Marseille, Arsenal aussi en été. Et tu as répondu à chaque fois présent. Merci beaucoup, Robert, de ta disponibilité. Merci à vous, le Phocéen. C'était top. C'était un très bon moment. Un très bon moment pour nous et un très bon moment pour vous surtout. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On a pris énormément de temps et tu as été très gentil de nous l'accorder. On se retrouve très prochainement sur le Phocéen tout à l'heure, les amis, évidemment, pour le live du match. Et ce sera, comme vous en avez l'habitude, à 20h pour l'avant-match. Merci encore, Robert. Merci, Marjorie. Merci à vous deux. Merci. Et une bonne continuation et à très vite dans l'encadrement du club. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.